à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, on s'intéresse au TCA. C'est parti pour le sommaire. TCA pour troubles des conduites alimentaires. 900 000 personnes concernées en France. De quoi parle-t-on? Mathilde Bessel sort sa loupe dans un instant. Anorexie, boulimie, hyperphagie, quelle prévention? Quels signes précoces? Quand les parents doivent-ils commencer à s'inquiéter? Quand consulter? Éléments de réponse, là aussi, dans un instant. Enfin, quelle prise en charge? Les traitements ont-ils évolué, oui ou non, ces dernières années? Comment se faire aider? On en parle tout de suite avec nos invités, avec Lilix. Bonjour. Bonjour. YouTubeuse sur la chaîne Lilix, ancienne hyperphagique. On dira ce que c'est dans un instant. Alors, on a également en Skype avec Cyrielle. Bonjour Cyrielle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes une lycéenne de 17 ans et ancienne anorexique en guérison depuis avril 2021. On est également en Skype avec Raphaël. Bonjour Raphaël, youtubeur. Bonjour. Bonjour, sur la chaîne Selon Raphaël. Et vous êtes en Estonie, pourquoi? Pourquoi pas? Et pourquoi pas? J'ai le sentiment qu'on devrait tous être en Estonie, c'est vrai. Oui, vous devriez venir, il fait moins 15 ici. Ah bon, on va attendre avril-mai alors. Ouais, Ouais. Juin même, juillet. Juin? Juillet? Attendez. Mais bon, ta ligne, c'est magnifique. Allez, c'est parti pour la loupe. Ah ouais, non, moins 15, pas possible. Bah, faut une bonne doudoune, quoi. Ouais, Mathilde, des bonnes moon boots, des bonnes doudounes. Et expliquez-nous ce que signifie TCA, ça consiste. Alors, c'est l'acronyme, vous l'avez dit, des troubles, alors soit du comportement alimentaire ou des conduites alimentaires, sont aussi appelés troubles des conduites donc alimentaires. Ce sont des perturbations graves du comportement avec des répercussions négatives, voire dramatiques, sur la santé physique et morale. Comment il existe plusieurs troubles du comportement? On parle de quoi? Alors, il y a trois types. L'anorexie, premièrement, qui est, je pense, la plus connue, qui se traduit par une obsession de maigrir à tout prix et toujours plus. Les restrictions sont permanentes et surtout, il s'agit d'une déformation de la perception de son corps que l'on appelle aussi la dysmorphophobie, qui donne l'impression d'être gros alors que ce n'est pas le cas, voire même parfois on est maigre. Et la personne qui souffre d'anorexie ne se sent pas malade. Et ensuite, la boulimie, il s'agit d'une répétition de crises incontrôlables où la personne se jette sur la nourriture en grande quantité. Ensuite vient la culpabilité et la volonté de contrôler son poids par différents moyens comme les vomissements, la prise de laxatifs ou une activité sportive extrême. Et puis, enfin, il y a l'hyperphagie boulimique qui se traduit cette fois par des crises de boulimie alimentaire sans les techniques du contrôle de poids. Cela entraîne une prise de poids souvent mal vécue et dangereuse aussi pour la santé. Comment on reconnaît un TCA? C'est là toute la difficulté, car ce n'est pas aisé de reconnaître un trouble du comportement alimentaire, mais il y a quand même quelques signes. Ça commence souvent par un régime anodin. Dans le cas de l'anorexie, ça se traduit par une perte de poids importante, une pratique de sport à outrance, le contrôle du poids, un rejet aussi de certains aliments, s'isoler pendant les repas, une déformation de la perception de soi et de son corps. En ce qui concerne justement la boulimie ou l'hyperphagie? Eh bien là, on observe une variation du poids important, un engouement pour les aliments sucrés, salés, caloriques, une vision de son corps tronqué, changement d'humeur, un isolement, des marques sur les mains qui témoignent des vomissements à répétition et des allers-retours aussi aux toilettes après les repas. Et quelles sont les conséquences sur la santé? Alors les conséquences évidemment sont terribles et parfois irréversibles. C'est le cas de l'anorexie. On parle de maigreur extrême, les muscles fondent, les filles sont aménorrhées, elles n'ont plus de règles, une perturbation du rythme cardiaque et puis enfin le coma et le décès dans les cas évidemment les plus graves. Dans le cas de la boulimie et l'hyperphagie, une prise de poids importante, des problèmes dentaires, des troubles digestifs, des problèmes cardiaques ou rénaux. Merci beaucoup Mathilde. L'expression orale. L'expression orale avec via Skype Cyrielle, lycéenne de 17 ans, Raphaël Kobac, youtubeur sur la chaîne Selon Raphaël, et Lilix, youtubeuse sur la chaîne Lilix, effectivement, qui porte votre nom. L'anorexie, la boulimie, on l'a vu, sont les troubles les plus connus. L'hyperphagie, c'est moins connu, pourquoi? Alors l'hyperphagie, c'est moins connu parce que on peut voir ça comme de la gourmandise quand c'est pas accompagné des comportements boulimiques, le fait de se faire vomir, de faire du sport. Et du coup, il est difficile de le retrouver. Et c'est aussi le TCA le plus courant et pourtant le moins diagnostiqué. Raphaël, est-ce que ce trouble, selon vous, tend à progresser ces dernières années? Quels sont les retours d'expérience que vous avez autour de vous? Je pense qu'il progresse et surtout qu'on en parle plus. C'est un grand tabou et on tend à en parler de plus en plus. Et c'est vrai qu'on est très suscité à contrôler notre poids aujourd'hui. On est préjugés, etc. Donc ça peut aussi nous mener à contrôler notre alimentation et ça peut du coup se retourner contre nous.
Donc on en parle de plus en plus, donc c'est de moins en moins tabou. Ça, c'est quand même le point positif. Cyrielle, vous avez le sentiment que tous ces troubles sériels ont explosé, notamment pendant la pandémie, pendant le Covid? Oui, il y a beaucoup de cas de plus en plus depuis le confinement. Moi également, ça a empiré pendant le confinement. Après, je pense que c'est parce que voilà, on a été enfermés, que... Cyrielle, comment ça s'est traduit pour vous? Vous me dites que ça s'est empiré pendant le confinement? Alors moi, en fait, je n'ai pas mon corps. Donc, j'ai commencé à faire beaucoup de sport. Et j'ai commencé à réduire de plus en plus mes repas. Et jusqu'à que ce soit que je mangeais presque plus, que je sautais des repas. Et puis voilà, je suis tombée à un poids très bas. Donc, ouais. Donc, du coup, j'ai été hospitalisée pendant 4 mois et demi. J'étais quand même très critique et sondée aussi pendant 4 mois. Donc, ça a été vraiment dur à vivre. Comment on prend et quand vous avez pris, Cyrielle, connaissance et pris conscience de votre trouble? Alors moi, je l'ai pris conscience assez vite quand même, mais j'en parlais à personne. Notamment à ma mère, je n'en ai pas parlé, même si on est très proches, mais je n'osais pas lui en parler parce que j'avais peur de sa réaction, tout ça. Donc elle s'en est rendue compte au bout d'un moment quand j'ai perdu beaucoup de poids, donc vers septembre 2020. Et c'est là qu'on a commencé à aller voir mon médecin généraliste, et de là, j'ai commencé à voir un psychologue, et puis j'ai été hospitalisée directement parce que c'était vraiment grave. C'est ça qui est terrible, Lilix, c'est qu'on n'ose pas en parler aux personnes qui nous sont les plus proches, y compris parfois à sa maman, comme dans le cas de Cyrielle. Oui, bien sûr, on garde ça pour nous. Et puis souvent, ça peut être là depuis longtemps. C'est-à-dire, moi, c'était quelque chose que j'avais depuis que j'étais toute petite. Et par exemple, l'hyperphagie, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Et souvent, les parents ont un rôle très important. Et c'est eux qui peuvent aussi déclencher certaines crises et tout. Moi, on me privait de nourriture parce qu'on voyait que j'avais toujours envie de manger plus. Et du coup, voilà, ça ne se voit pas, on n'en parle pas. Et les parents ne sont pas au courant non plus, quoi. Et quand vous avez pris conscience, justement, et que vous avez compris que c'était de l'hyperphagie? Très tard, en fait. Je l'ai compris il y a l'année dernière. Et j'allais déjà mieux. Mais j'ai compris que c'était quelque chose que j'avais depuis toute petite, en fait. Ouais. Raphaël, c'est terrible, effectivement, vos témoignages. Avec, bien sûr, on va parler dans un instant de l'importance de l'entourage. Mais quand on entend Lilix ou encore Cyrielle qui dit qu'elle n'osait pas en parler à sa maman, il est là, le danger? Ouais, je pense que c'est quelque chose qu'on vit de son côté. C'est vrai qu'on n'en parle pas. C'est un peu un univers dans lequel on s'enferme et on n'est pas forcément fier. On s'inflige des restrictions. Parfois, on nous les inflige. Comme on l'a dit, on peut nous priver de nourriture. Et ça, forcément, ça nous retombe dessus. Ça vient un peu dérégler notre cerveau, en effet. Mathilde? Ouais, c'est vrai que beaucoup de parents culpabilisent quand ils remarquent que leur enfant souffre d'anorexie, notamment, ou de boulimie, par exemple. Que doivent faire les parents, d'après vous? Vous êtes là pour nous en parler. Que doivent faire les parents aux premiers signes? Comment voir les premiers signes? Et puis, que doivent-ils faire? Notamment les mères, peut-être plus que les pères. Quoique, c'est un peu un cliché ce que je dis, mais que doivent-ils faire, d'après vous? C'est assez compliqué, mais je pense que l'hyperphagie, par exemple, si c'est moins pris au sérieux, c'est que ça se voit moins. Oui. Mais déjà, quelque chose que, par exemple, les parents font très souvent, c'est forcer leurs enfants à finir l'assiette. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui peut déclencher, justement, les TCA. Il faut adapter la quantité en fonction des enfants. Il ne faut pas les forcer à manger. Il faut voir, en fait... faut pas mettre de pression, c'est ça. Faut pas mettre de pression. Alimentaire, en tout cas, sur les enfants dès qu'ils sont petits. C'est ça qui peut développer, d'après vous, les TCA. Bien sûr, il y a plein de raisons, mais ça peut être une des raisons, quoi. Raphaël, un enfant qui ne prend plus de poids ou qui en perd, c'est préoccupant, c'est toujours compliqué à voir, mais il faut que les parents s'alertent. C'est préoccupant, mais je pense qu'il ne faut pas mettre de pression vis-à-vis de ça. Ça veut dire que du moment que l'enfant a atteint son poids de forme, je ne peux pas trop non plus mettre de pression sur le fait de devoir contrôler son poids, sans quoi on va se met à mentaliser beaucoup de choses, on se met à contrôler beaucoup de choses, à s'interdire beaucoup de choses. Et donc je trouve que mettre cette pression du poids sur l'épaule de l'enfant, ça peut vraiment lui faire perdre une notion de sa propre valeur et lui faire croire que sa valeur repose sur son poids. Et à partir de là, on peut vraiment déclencher des troubles, une façon de penser erronée. Et c'est là qu'on entre vraiment dans un cycle restrictif où
ou un cycle dangereux en fait. Ce qui est très compliqué, Cyrielle, vous avez parlé effectivement de l'exercice physique que vous faisiez, alors limite à outrance dans votre cas j'ai l'impression, mais l'exercice physique, l'alimentation pour le moins équilibrée, c'est compliqué parce que ça ne va pas alerter les parents de prime abord, j'imagine. Oui, ben moi, ils s'en est pas rendu compte au début parce que c'est vrai que je faisais un poids quand même un peu élevé au début. Donc que je perde un peu de poids, c'est vrai que ça ne l'alertait pas. Vu que voilà. Et le sport, je le faisais en cachette aussi, donc elle ne voyait pas aussi. Vraiment, moi, je faisais tout en cachette parce que c'est vrai que très très proche avec ma mère et que je sais que le moindre truc peut l'alerter, peut l'inquiéter. J'ai vu quand elle l'a découvert, après, elle était très inquiétée. Enfin, elle culpabilisait beaucoup, elle disait que c'était sa faute. Donc, ouais, c'est très compliqué. Mathilde. Ouais, on tend quand même, j'ai l'impression aujourd'hui, vers une société qui est plus autant sur les diktats de la minceur, notamment dans la mode. On voit que ça change beaucoup sur les réseaux aussi. Il y a plus de femmes qui prennent la parole, qui ont plus de forme, etc. Et ça, c'est super positif. Est-ce qu'il y a un vrai élan aujourd'hui dans cette jeunesse, peut-être pour contrer l'anorexie, notamment, je parle d'anorexie, mais même la boulimie? Est-ce que vous voyez aujourd'hui que cette société qui change, qui bouge, a des effets positifs peut-être sur les jeunes et les jeunes filles notamment? Oui, totalement. Moi, je trouve que les influenceurs ont un rôle très important et on voit que c'est de plus en plus diversifié et que certains abordent des sujets sérieux et parlent de ça notamment et ça peut aider les plus jeunes en fait. Alors que moi, quand j'étais plus jeune, j'avais pas ce genre de repères, j'avais pas ce genre de personnalité sur qui me reposer et c'était un peu plus compliqué, ouais. Cyrielle, est-ce que les mêmes questions, est-ce que les mentalités sont en train de changer, notamment avec les influenceurs? Oui, je suis d'accord. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent que voilà, il faut pas avoir un corps mince pour être accepté en fait. Donc je suis complètement d'accord. Après, il y a toujours des gens qui jugent et qui préfèrent, voilà, qui sont pas d'accord. Mais moi, je suis d'accord aussi que ça évolue. Ça commence à évoluer. Raphaël, il y a toujours ce diktat du corps ou ça commence à changer? Il y a toujours ce diktat, après on peut apprendre à s'en détacher, c'est tout un travail, le fait de comprendre que sa valeur ne repose pas sur son corps justement, pas que sur ça heureusement. Mais c'est vrai que ça évolue, on commence à en parler, ça se démocratise et donc ça vient rassurer, ça vient nous faire comprendre qu'on a le droit de manger, que peu importe ce qu'on mange, tout va bien. Donc, ça va quand même dans le bon sens, peut-être qu'on en parle déjà c'est énorme. Vous dites Raphaël qu'on peut s'en détacher, mais pour cela il faut j'imagine se faire aider. Par qui? Ouais, c'est difficile de trouver de l'aide parce qu'on peut aller voir des psychologues, des professionnels de la santé, mais parfois eux-mêmes ne sont pas passés par là et il y a très peu de consensus scientifique en fait, sur les troubles alimentaires. Donc c'est très difficile, ils ne sont pas assez formés, ils ne sont pas passés par là. Donc c'est difficile pour eux, je pense qu'ils font vraiment de leur mieux. Mais on est un peu désarmés sur le plan médical à ce niveau-là. Donc c'est pas simple. Je pense que c'est tout l'enjeu avec toute la difficulté. Lélix, pour vous les professionnels, ils ont des outils aujourd'hui justement pour diagnostiquer, pour vous aiguiller, pour vous aider? Mon cas, en fait, c'est un cas vraiment à part parce que je suis allée mieux. Enfin, je me suis un peu détachée de l'hyperphagie. Même, ça fait 5 ans que j'ai pas fait de crise sans aller voir de professionnels. J'ai vu des professionnels, mais pas pour parler de mon hyperphagie. Donc, on a réglé d'autres problèmes à côté. Et finalement, je me suis rendu compte que les problèmes à côté, c'était ça qui déclenchait. J'avais des problèmes avec mon père ou à l'école. Enfin, je déménageais beaucoup. En fait, j'avais besoin d'un espace à moi. Quand on est jeune et adolescent, on n'a pas vraiment de sur quoi se reposer. Et à partir du moment où on construit ça, où on apprend à aller mieux, ça règle tout au final. Et moi, ça fait 5 ans que je vais bien, même s'il y a des moments de faiblesse et tout. Oui. Et ça m'a aidé à ne plus faire de crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez ce qui déclenchait ces crises? Oui, mais mon cas, c'est vraiment un cas isolé. Ça reste rare quand même de réussir à surmonter ça seul. C'est pas une question de volonté. Ça, c'est beaucoup de personnes pensent que c'est de la volonté, alors que c'est pas de la volonté. Moi, c'est un cas à part. J'ai réglé d'autres problèmes aux côtés et je me suis rendu compte que c'était lié en fait. D'accord. Qu'est-ce que vous dites à d'autres personnes via votre chaîne qui vous contactent et qui vous disent qu'elles aussi elles souffrent d'hyperphagie? C'est assez compliqué parce que chaque cas est différent. Ouais. Mais le plus important, c'est de se faire aider parce que c'est quasiment impossible de s'en sortir tout seul parce qu'il y a vraiment plein de raisons. Moi, j'ai envie de dire que j'ai eu de la chance, tout s'est aligné soudainement. Mais pour beaucoup de personnes, c'est difficile. Et très souvent aussi, il n'y a pas les parents. Et alors que les parents, c'est super important, surtout quand on est jeune et adolescent en fait. Sans les parents, c'est compliqué. C'est parce que c'est tabou que vous avez justement voulu en parler via votre chaîne YouTube? Parce que c'est tabou, oui, bien sûr. Et vous avez hésité?
Qu'est-ce qui vous a aidé et quand vous vous êtes dit tiens, je vais faire cette chaîne et que vous alliez franchir le pas? Parce que ça allait mieux, en fait, tout simplement, je pense. Ouais. D'accord. Et j'imagine que ça participe aussi quelque part à votre thérapie. Oui, bien sûr. Et il y a énormément de personnes qui ne connaissaient pas l'hyperphagie et qui se sont rendues compte qu'ils avaient de l'hyperphagie en regardant ma vidéo où je parlais de ça, quoi. Raphaël, que racontez-vous via votre chaîne YouTube? J'aide les personnes à remettre la nourriture à leur juste place, à sa juste place dans leur vie, justement, à s'autoriser à manger, à être en paix avec la nourriture, à comprendre que c'est que de la nourriture, que peu importe ce qu'on mange, voilà. Tout va bien, c'est OK. Et aussi à manger sainement sans que ça se retourne contre nous, sans être tombé dans une mentalité de régime ou une mentalité restrictive. Mathilde? Est-ce que l'on devrait, d'après vous, Raphaël, et puis Cyrielle également, mais faire plus de prévention à l'école, au niveau de l'éducation nationale, sur l'alimentation, sur les privations aussi, parce que tout se fait à ce moment-là, lorsqu'on est enfant. Au collège aussi, je pense aux jeunes filles, adolescentes, 13-14 ans. Est-ce que l'école en fait assez? Moi, j'aurais rêvé, savoir tout ce que je sais aujourd'hui, j'aurais rêvé qu'on me l'apprenne, parce que ça a mené, dirigé un peu toute mon enfance. Donc, j'aurais aimé qu'on m'éduque là-dessus à l'école, j'aurais gagné tellement d'années de ma vie. Et clairement, je pense pas qu'on mette l'accent dessus. Et ça serait bien qu'il y ait plus d'éducation à ce niveau-là. Je sais que ça aiderait beaucoup d'enfants. Cyrielle, d'après l'INSERM, 50% des cas détectés à l'adolescence guérissent, 5% à 10% des malades décèdent. Est-ce que la communication autour de ces troubles est clairement insuffisante, à commencer, comme le disait Mathilde, à l'école? Ah oui, moi je trouve qu'on n'en parle pas assez du tout. Enfin, moi, on n'en a jamais parlé au collège. Et je pense que ça m'aurait vraiment aidé de le savoir, parce que même en étant petite, j'avais pas non plus un rapport très sain avec la nourriture. Donc oui, je pense que oui, ça pourrait aider. Et puis ça pourrait aussi ouvrir les yeux sur les autres, parce qu'il y a des gens qui harcèlent par rapport à notre physique. Et ça pourrait leur faire comprendre aussi que ça sert à rien de faire ça, parce que ça nous met mal, quoi. Donc oui, je pense que oui, ça pourrait être utile. Lilix, le 2 juin, c'est la journée des TCA. Et puis c'est tout. Et puis après, à vous, vos vidéos, à vous, à Raphaël. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à l'éducation nationale? En parler, en fait. Et les parents aussi, prendre ça au sérieux, les informer. Il faut en parler. Et les influenceurs, je pense, ont un rôle très important dans ça. Et c'est pour ça que je prends l'initiative de parler de ça sur mes réseaux. Allez, tout de suite, l'info en plus. Mathilde, pour cette info en plus, vous nous parlez d'une actrice internationale qui, il y a encore peu de temps, a révélé avoir souffert d'anorexie. Il s'agit effectivement de Jane Fonda, qui dans les années 50-60 était une jeune adolescente. Elle est aujourd'hui âgée de 84 ans. Et donc elle s'est confiée dans une émission télévisée américaine sur les difficultés qu'elle a rencontrées pour guérir de boulimie et d'anorexie. À l'époque, il n'y avait pas, ça n'existait pas, de suivi psychologique pour les gens qui souffraient de cette maladie. Mais ces troubles du comportement alimentaire ne se sont pas arrêtés du jour au lendemain, loin de là. Même lorsque sa carrière a débuté, elle a eu sa famille, ses enfants, son mari, mais voilà, elle n'a pas réussi à passer outre et c'était très compliqué pour elle d'allier les deux. Elle explique que sa vie était un enfer, qu'elle ne pouvait même pas mener la vie qu'elle voulait tellement elle était épuisée par sa boulimie. Et donc, ma question, c'est la suivante, d'une actrice américaine mondialement connue qui parle justement de ces TCA, la télévision américaine. Ça aide aujourd'hui les jeunes filles qui pourraient en souffrir. Est-ce qu'il y a une résonance ? Oui, bien sûr. Ça permet de se sentir moins seul, de se dire que ces personnes qu'on admire et qu'on pensait parfaits, eux aussi, en fait, ont des problèmes et tout le monde a des problèmes et on s'identifie plus à ces personnes, en fait. Cyrielle, le message important, c'est de se dire avant tout qu'on peut guérir, même si parfois ça prend du temps. Ouais, je suis d'accord. Après, il y a beaucoup de gens qui pensent différentes choses. Moi, je pense qu'on peut guérir, mais que s'il nous arrive quelque chose au cours de notre vie, ça peut réarriver. Enfin, ça reste dans nous, en fait, moi, je pense. Mais oui, c'est important de se dire qu'on peut guérir et que voilà, c'est... Voilà. Raphaël, même question. C'est le message important. On peut guérir. Moi, je pense qu'on peut complètement s'en sortir. Après, il ne faut pas faire miroiter que c'est facile. Ouais. C'est un grand travail sur soi, c'est un travail de développement personnel, spirituel, et c'est un long chemin. Mais je pense qu'on peut complètement s'en sortir et se libérer de ce genre de démons. Je pense que c'est pas un fardeau qu'on doit porter sur nos épaules toute notre vie. Il faut apporter beaucoup d'espoir aux gens à ce niveau-là. On peut s'en sortir. Beaucoup d'espoir, bien évidemment. On peut s'en sortir avec des mots qui sont choisis avec beaucoup de précaution, j'imagine, quand on vous interpelle via votre chaîne YouTube. Quels sont ces mots? Vous commencez par où?
C'est-à-dire, avec quel mot C'est-à-dire que quand on vous interpelle, j'imagine quand vous met un message suite à telle ou telle vidéo que vous avez postée sur YouTube, comment vous entrez en contact avec les gens et surtout, qu'est-ce que vous leur dites? Surtout, j'imagine, à ceux qui sont vraiment au bout du rouleau. Bah, souvent, les gens me racontent leur histoire. Tous les jours, je lis des témoignages. Et on me remercie parce que je suis passé par là. Et en fait, on a l'impression que je parle le même vocabulaire. En fait, on se comprend entre nous. On se comprend parce que des fois, on se sent un peu démunis et incompris, que ce soit par le corps médical ou par notre famille ou notre entourage, et qui on n'ose pas vraiment parler. Donc là, c'est vraiment un espace de confiance. On peut en parler et évoluer et vraiment nouer une nouvelle relation à la nourriture, reconsidérer la position de la nourriture dans notre vie. Donc voilà, je pense que c'est vraiment rassurer les gens, leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls et leur donner des vrais outils, des vraies clés, quoi. Lilix, c'est peut-être le maître mot qu'il vient de citer, Raphaël. Cet espace de confiance, il est dur à trouver. Oui, bien sûr. Et vous, comment vous avez fait pour le trouver? En voyant des professionnels, sans parler de l'hyperphagie, et en reconstruisant plein de choses. J'ai déménagé, j'ai eu un nouveau lycée, j'ai fait des nouveaux amis, je me suis séparée, j'ai arrêté de parler à mon parent toxique, et du coup, les choses se sont améliorées. Et pour les TCA, il y a plusieurs raisons, et moi, je me suis rendu compte que c'était ça, en fait, les raisons. Oui. Cyrielle, votre hantise, vous, ce sont les hospitalisations? Oui. Oui. En fait, j'ai déjà été menacée plusieurs fois de réêtre hospitalisée. C'est vrai que ça me fait vraiment peur parce que déjà, j'ai pas envie de rater mon bac. J'ai pas envie de revivre cet enfer que j'ai vécu parce que ça m'a un peu traumatisée. Ça m'a fait développer de nombreuses choses que j'aurais préféré éviter. Donc c'est vrai que ça me fait peur. Qui vous donne aujourd'hui, Cyrielle, la force de vous battre? En fait, quand je suis sortie de mon hospitalisation, j'ai perdu beaucoup de poids. Et j'avais plusieurs objectifs pour pas aller à l'hôpital, en fait. Donc, notamment, justement, de ne pas aller à l'hôpital, ça m'a déjà aidé. Ensuite, de passer mon code, tout ça, ça m'aidait vachement. Puis aussi de rester avec mes proches, en fait, parce que c'est vrai que pendant un moment je les ai pas vus, notamment ma grand-mère dont je suis très proche aussi. Donc tout ça m'a aidé beaucoup. Donc voilà. Lilix, comment on lutte contre l'isolement? Parce qu'on a bien compris, quand j'entends tous vos témoignages, on a quand même tendance, quand on souffre de TCA, à se replier sur soi. Oui, c'est assez compliqué. Il faut essayer d'aller vers l'autre, des personnes de confiance. Et c'est vrai que c'est assez compliqué, j'ai pas vraiment la réponse à ça. C'est quand on souffre de ça, on a honte. Par exemple, les crises d'hyperphagie, généralement, on les fait en cachette, quand il n'y a personne. C'est-à-dire quoi, en plein milieu de la nuit ou en plein milieu de la nuit, oui, quand il n'y a personne, et on mange tout ce qu'on peut, on contrôle pas. Et c'est un sentiment de honte. Raphaël, vous avez un rituel, vous avez quelque chose, vous, pour ne surtout pas retomber dans ce schéma que vous avez développé? Chacun a son petit rituel, j'imagine. Je pense que c'est d'observer ses pensées, en fait, voir où vont nos pensées. Est-ce qu'on est plutôt dans une énergie d'amour de soi, de respect de soi? Est-ce que j'ai des pensées qui me conduisent à m'autoriser à manger, ou est-ce que je vais plutôt me priver? Je pense qu'il faut vraiment observer la qualité de ses pensées. Les réponses sont plutôt là. Quelle est la qualité de notre discours interne? C'est un truc que je fais tout le temps, je regarde tout le temps, j'observe tout le temps, je fais toujours un travail sur moi. Et je pense que je suis mon meilleur allié personnellement pour ça. Donc une fois qu'on a compris comment fonctionnent nos schémas de pensée, qu'on arrive à observer ça, prendre du recul, je pense qu'on est bien armé pour pas retomber dans ces travers. Ouais. Question pour tous les trois, je vais commencer avec Cyrielle. Est-ce que, avec vos TCA respectifs, est-ce que vos entourages ont changé? Concrètement, est-ce qu'on apprend à repérer où sont ses vrais amis? Moi, oui. Déjà, j'ai perdu beaucoup d'amis. Donc ça m'a fait quand même assez mal. Je me suis beaucoup rapprochée de mes frères, surtout mon frère aîné. Maintenant, c'est vrai que on passe beaucoup de temps ensemble, on fait beaucoup de sorties, et ça, ça me fait plaisir. Après, avec la relation de ma mère aussi, c'est un peu dégradé comparé à avant. Parce qu'avant, on était très fusionnels, et maintenant, c'est vrai que c'est quand même un peu plus compliqué. Donc, globalement, il y a eu beaucoup de négatifs, du coup, à part avec mon frère, mais oui, il y a eu beaucoup de négatifs. Le TCA, Lilix, ça a forcément un impact sur son entourage?
Oui, bien sûr. Moi, pour mon cas, ça m'a rapprochée de ma mère parce quand elle a pris conscience, on s'est rapprochés, elle s'est excusée parce qu'elle avait vraiment un rôle très très important, comme le fait qu'elle me privait de manger, elle m'expliquait que je mangeais trop, que parfois ce serait mieux que je ne mange pas et que j'aille juste me coucher. Et quand elle a pris conscience de ça, parce que bien sûr elle n'était pas éduquée sur ça, ça nous a rapprochés et aujourd'hui elle s'en veut et elle sait que ce sont des choses à ne pas reproduire et elle en parle aussi autour d'elle. Raphaël, même question. Bon, même si vous êtes parti en Estonie, donc forcément votre entourage il a dû changer, j'imagine. Après, je suis parti en Estonie longtemps après m'en être sorti, mais moi, le fait d'avoir raconté mon histoire, ça m'a aussi rapproché. Parce que on ne pouvait pas imaginer, en fait, quand j'ai raconté mon histoire, la plupart des gens, même mes parents, mes ex-collègues, sont tombés de haut parce que j'ai toujours donné cette image nickel, etc. On ne pouvait pas imaginer que j'étais complètement dans le contrôle et que tout était. J'étais dans un tel désordre alimentaire. Donc ça m'a permis de me montrer très vulnérable et ça a beaucoup changé du coup la vision qu'ont les autres de moi. Et ça prouve que c'est complètement invisible, on ne peut pas imaginer sur quelqu'un. Ça peut être votre voisin, votre collègue, ça peut être n'importe qui en fait qui peut souffrir de ça. Et donc je pense que moi ça m'a permis de me montrer vulnérable et ça m'a permis de me rapprocher du coup des gens. Et ça peut être aussi, Raphaël, enfin vous êtes l'exemple, hein, mais ça peut être aussi les hommes, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on a l'impression que c'est souvent les femmes qui sont touchées par les TCA, mais il y a aussi des hommes. Oui, complètement, ça touche beaucoup moins d'hommes, mais on est aussi touché. Justement, je suis là pour recueillir des témoignages d'hommes qui peuvent beaucoup plus facilement en parler. Et bien sûr, les hommes sont aussi touchés, parce qu'on peut aussi être mis à rude épreuve quant au contrôle de notre poids, quant à notre propre estime, finalement. Hommes comme femmes, les cerveaux ne fonctionnent pas tout à fait pareil, mais quand même, ils sont très similaires. Donc, on peut tout à fait tomber dans ce genre de trouble en tant qu'homme, bien sûr. Merci à tous les trois. Merci infiniment vraiment pour vos témoignages. Encore une fois, merci pour votre courage et merci pour tous vos propos qui sont vraiment pleins de bon sens. Merci. On espère que ça va inspirer et que bon nombre de jeunes ou moins jeunes, parce qu'il y a aussi beaucoup d'adultes, on n'en a pas parlé effectivement, qui souffrent de boulimie, d'anorexie et bien sûr d'hyperphagie. Merci, qui souffrent aussi. Et il n'y a pas d'âge effectivement pour souffrir de tous ces TCA. Merci à Lilix, merci à Cyril, merci à Raphaël. Un grand merci. Bonjour du côté de Tallinn. On ira faire un petit tour, j'espère, très rapidement avec Mathilde. Mathilde, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. À très vite. Ciao.